Bonjour, merci, vous êtes de plus en plus nombreuses aussi à vous connecter à cet expresso, à ce rendez-vous qui a lieu tous les 15 jours, une fois sur deux, donc une fois par mois. Nous nous connectons avec notre expert Quentin Delisle pour faire un décryptage des marchés de l'énergie. Dans l'invitation pour cet épisode, nous évoquions la prise d'informations fiables associée elle-même à la nécessité de prendre des décisions pour se fournir en énergie. Grâce à notre équipe data, nous avons une vision à partager avec vous en guise d'introduction. C'est le fait que pour l'instant, nous avons une part non négligeable des consommateurs sur le territoire national qui doit encore trouver en fait des quantités d'énergie pour renouveler ou pour compléter son contrat pour l'année 2022. Donc ce rendez-vous revêt d'autant plus une importance particulière. Nous sommes toujours donc en connexion avec Quentin. Bonjour Quentin. Alors aujourd'hui, on a une note internationale parce que c'est un expresso aux saveurs belge. On ne reconnaît pas ton bureau, donc tu dois être à Bruxelles. On a une salle des marchés là-bas, c'est ça? Bonjour Marc, tout à fait, tu as entièrement raison. Donc, aujourd'hui je me trouve à Bruxelles. On a effectivement une salle des marchés à Bruxelles, dans le sens où en fait, depuis quelques années, avec, l'achat d'Electrabel, il y a maintenant quelques années, hein, évidemment, nous avons, tout le système, d'électricité, qui, se fait depuis Bruxelles. Donc historiquement, plutôt du gaz à Paris, et l'électricité du coup, en pays belge. D'accord, mais ce qui n'empêche pas en fait pour nos consommateurs français de s'adresser à la même salle des marchés qui est la salle parisienne, c'est bien ça? En effet, du coup avec Engie Entreprises et Collectivités, où du coup on est, fournisseur de gaz et d'électricité et puis aussi de conseils, hein, par rapport à tous les produits énergétiques dont on a nombreuses fois parlé, que ce soit le CO2 ou le charbon ou autre. Les interlocuteurs, sont situés en France. Après nous intervenons avec les différents traders, que ce soit à Paris ou à Bruxelles, de façon à échanger sur les marchés de gros, d'électricité ou de gaz. OK, c'est bien clair. Merci Quentin, pour le format en fait spécifique d'aujourd'hui, ce que j'aimerais bien en fait dans le schéma en fait de notre partage du jour, c'est de faire les questions de façon un peu différente. J'aimerais qu'on démarre, si c'est possible pour toi, par un listing d'une certaine manière, des bonnes nouvelles du moment, s'il y en a. Eh bien, effectivement, Marc, on peut dire qu'en ce moment, il y a quelques bonnes nouvelles. La première, principalement, vient de la météo, des températures. Si on analyse plus finement les températures, réalisées au fur et à mesure du temps, et qu'on compare cela par rapport aux normales de saison qui sont habituellement observées, on se rend compte que depuis, globalement, début février, à la mi-février, on a, finalement des températures qui sont au-dessus, des normales de saison pour cet hiver. Ce qui veut dire globalement moins de consommation de chauffage principalement, et donc moins d'appels, potentiellement à des centrales à gaz ou à d'autres moyens de production d'électricité, pour venir se chauffer. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les marchés, c'est quelque chose qu'on suit, très régulièrement, donc ça permet d'éviter aussi de trop soutirer dans nos stockages. Quand on dit soutirer dans les stockages, on dit bien de vider, une partie de nos stockages. On l'a évoqué, hein, depuis quelque temps sur les stockages de gaz en Europe. On a évoqué cette crise des stockages à partir de l'été dernier. Maintenant, les stockages sont revenus dans un range, donc dans un tunnel d'évolution, sur les 5 dernières années. La pire année qu'on avait connue, c'était 2018. Eh bien, il faut voir qu'à la même époque, en 2018, nous étions plus bas. Donc le scénario est moins, catastrophique que l'on aurait pu anticiper avec une vague de froid, ou un autre événement climatique. D'accord. On avait aussi, il me semble, une nouvelle intéressante sur les primes de risque. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà de quoi il s'agit, avant de parler un peu de la stabilisation de tout ça? En effet, les primes de risque sont un terme commun dans l'analyse de marché. Les primes de risque, en fait, viennent se matérialiser sur le fait d'avoir des hausses significatives, hein, de prix par palier quasiment, on va dire, qui s'installent et qui, vont, soit, durer, soit s'effacer dans le temps. La prime de risque matérialise, en fait, la tension qu'il peut y avoir sur le marché, dans les prochaines semaines. On a vu les marchés fortement grimper, très rapidement, lorsqu'il y a eu justement l'invasion, de l'Ukraine par la Russie.
Et donc, on a vu les marchés s'envoler. D'ailleurs, je pense qu'on peut partager tous les deux des graphiques. Dis-moi quand est-ce qu'on nos C'est à l'écran, c'est bon. Donc donc là, pour le coup, ce sont des graphiques spot. On n'a pas l'habitude, d'habitude, tu ne montres pas ça. tout à fait. En effet, c'est vrai que d'habitude, on regarde plus les prix à terme, donc les prix pour 2023, 2024 et autres, qu'on avait pu voir, dans les autres expressos. Là, j'avais envie de changer un peu, de montrer la volatilité extrême que les marchés pouvaient avoir, en ces périodes de tension. Donc on a le spot sur l'électricité, on a le spot sur le gaz et en fait, vous voyez que le dernier pic, qui est tout à droite de chacun des graphiques, correspond à la période, du début du conflit russo-ukrainien. Ensuite, on voit que les marchés sont fortement retombés et c'est donc là où on peut voir le concept de prime de risque, c'est-à-dire qu'en fait, les marchés priçaient le fait que, quand on dit pricer, c'est vraiment donner un prix à la dureté de ce conflit, aux conséquences de ce conflit, et que finalement, comme les installations n'ont pas forcément été touchées, que du coup, il y a des flux qui continuent d'être finalement à travers l'Europe, eh bien, finalement, les primes de risque se sont effacées et donc les prix ont pu diminuer. C'est également le cas sur les marchés forward, sur les contrats 2023, 2024 et autres. D'accord, donc ça, c'est bien noté. On a fait le tour des bonnes nouvelles. Je pense actuellement. Alors, on va passer aux mauvaises. Qu'est-ce qu'on a, quelles sont dans les nouvelles du moment, ce qui peut être défavorable en fait pour les marchés actuellement, s'il te plaît? Bah, on peut déjà revenir sur cette actualité. Je vous disais, hein, des primes de risque se sont actuellement effacées. Il se peut qu'elles puissent revenir se matérialiser sur les prix de l'énergie, dans le sens où il y a quand même un enlisement du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, on est toujours sur le fait que ça puisse être dans la durée, se matérialiser, peut-être avoir aussi des conséquences techniques en fonction des décisions qui peuvent être prises dessus. On a le gaz naturel liquéfié qui lui aussi a vu une forte volatilité. Alors il pourrait y avoir à nouveau potentiellement un peu de compétition entre les prix asiatiques et les prix européens pour avoir ce côté attractif, hein, des prix du GNL. Rappelons-le que c'est un marché qui se fait par cargaison, qui sont négociés sur les marchés à certains prix, qui sont ensuite transportés par bateau de façon à rejoindre ce point de livraison. Il y a pas longtemps, il y a environ 2 semaines, hein, on a eu, une information comme quoi il y avait eu un tremblement de terre assez important au Japon. De ce fait, il y a aussi une certaine crise de l'énergie qui est en train de se produire dans cette partie du monde et on sait que, le Japon est aussi un grand acteur, du GNL, donc il pourrait aussi faire appel à certaines cargaisons qui rentreraient du coup en compétition avec le marché européen. Également, on a évoqué les températures douces comme bonne nouvelle. Ces températures douces sont synonymes aussi du printemps, ce qui veut dire que l'on va bientôt arriver sur la période d'injection dans les stockages. Je vous disais, les niveaux ne sont pas aussi horribles que l'un des pires scénarios qu'on aurait pu prévoir, se matérialise, hein. On est, sur des niveaux très bas, il va falloir reconstituer ces stocks en vue de l'hiver prochain. Également, on aura tout ce qui est en lien avec la météo de cet été. Rappelons-nous que certains effets de canicule peuvent aussi impacter les marchés de l'énergie type gaz ou électricité. Les prix les moins chers ne sont pas forcément l'été. La fin de l'hiver ne rime pas forcément avec baisse des prix. Seul l'avenir pourra nous le dire pour l'instant. Également, en dernier lieu, on a toujours les incertitudes concernant le nucléaire. On a déjà eu des baisses de production annoncées au début de l'année. On surveillera de très près toutes les informations qui pourront paraître sur le nucléaire dans les prochains mois. OK, alors justement sur les prochains mois et particulièrement sur le nucléaire, on partage aujourd'hui tous les phénomènes qui peuvent avoir de l'influence, de façon positive ou de façon négative sur le marché et toi tu parles des prochains mois. On voit qu'on a, au niveau du contexte électoral, des programmes, des projections qui divergent en fonction des différents candidats. Est-ce que les différences d'ambition nucléaire, au regard du contexte électoral, font planer une incertitude sur le volet nucléaire français? Et est-ce qu'en ce sens, ça a une influence sur, les prix du marché? Non,
clairement, la réponse est pour l'instant non, dans le sens où il y a encore beaucoup d'incertitudes concernant finalement le candidat élu dans les prochains mois et du coup sur le programme politique annoncé à ce moment-là. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a certains événements politiques qui peuvent du coup influencer le marché plus rapidement. Rappelons-nous, les ambitions climatiques européennes ou ce genre de choses ont des conséquences beaucoup plus rapides parce qu'elles sont actives rapidement. Les annonces, par exemple, de prolongation du nucléaire, d'ajout de capacité ou ce genre de choses, sont des choses qui vont se faire dans le temps au fur et à mesure, et donc le marché va les apprécier au fur et à mesure du temps qu'elles seront signées, votées et adoptées. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'actuellement, l'actualité et les fondamentaux énergétiques sont très présents et expliquent vraiment le prix que l'on voit sur les marchés de gros. Ok, c'est bien clair, donc pas d'influence de ce point de vue. Donc on a fait une liste des bonnes nouvelles, une liste des mauvaises. Ma question maintenant, c'est très opérationnel, hein, comment on peut ne pas subir en fait les effets de ces mauvaises nouvelles et à contrario profiter des opportunités qui sont offertes justement par les bonnes nouvelles. Globalement, ce qu'il faut bien voir, c'est que, on ne vit pas tous la crise d'énergie de la même façon. Certains acteurs ont pu être couverts depuis longtemps, sur l'année 2022 et donc n'ont pas forcément d'augmentation de facture énergétique, conséquente à ce moment-là. Elles peuvent l'avoir pour une partie, mais pas en totalité. Cela dépend aussi de la politique structurelle, d'achat qu'il y a derrière. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, la crise de l'énergie est dans le temps. Elle s'est installée, elle dure depuis un moment et donc on est en train de voir justement des prix qui restent élevés dans le temps. Si on ne prédit toujours pas l'avenir, ce n'est pas à travers nos expressos avec toi, Marc, que l'on va pouvoir déterminer les prix de ces prochaines semaines ou de ces prochains mois. Mais ce que l'on peut voir déjà sur les marchés, c'est cette fameuse détente avec l'effacement des primes de risque. Si on a hésité finalement à prendre des positions en fonction de son contrat, c'est peut-être le moment de pouvoir sécuriser une partie en fonction de son budget. Les prix peuvent paraître très élevés, certes, mais en fait, on sait qu'il y a un potentiel de hausse qui est encore présent et que le potentiel de baisse est lui potentiellement plus faible par rapport à tout ce qu'on a pu se dire. Donc les contrats sont à vérifier. Effectivement, si c'est un contrat à prix fixe ou de ce type de contrat, il est très difficile de pouvoir s'engager sur du long terme ou autre, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les prix peuvent aussi rebondir. Ensuite, sur les prix indexés, cela permet de construire son prix au fur et à mesure, dans le temps, tranche par tranche. Pourquoi pas ne pas sécuriser une partie maintenant que l'on a vu les premiers effets de ce conflit et que les prix à long terme, une fois de plus, rappelons-le, 25, 26 ou autres, sont aussi des prix à regarder, ne pas forcément se concentrer sur les maturités les plus courtes, mais aussi sur du long terme. Parfait, c'est bien clair. Merci. J'ai une dernière question avant de passer aux questions qui ont été posées sur le chat, aux principales questions qui ont été posées sur le chat. Ma question concerne l'actualité en fait française des marchés. La semaine prochaine, à Nantes, aura lieu le salon Bio 360 qui fait la part belle au biogaz, donc au méthane produit à partir de la biomasse. On a également bientôt un article qui va parler en fait de l'autoconsommation solaire, donc l'énergie photovoltaïque, est associée au système de tiers investissement. Ma question est très simple. Est-ce que aujourd'hui, les prix de ces énergies qui sont produites localement sont influencés par le marché externe ou relativement protégés? Et à l'inverse, est-ce que le marché, du fait de la part croissante de ces énergies en fait dans l'assiette énergétique nationale, est-ce que le marché globalement est également influencé? Alors, la réponse ne peut pas être aussi simple que oui ou non. Évidemment, les différentes politiques énergétiques et les différents systèmes d'économie d'énergie et de production d'énergie renouvelable ont une certaine corrélation avec les marchés énergétiques. Dans le sens où les prix actuellement de l'énergie de gros sont relativement élevés, effectivement, toutes les productions renouvelables ont un intérêt vis-à-vis du prix. Il faut bien voir que l'on peut tous être acteurs en fait de ce marché de l'énergie. On l'a rappelé il n'y a pas longtemps, il y a des gestes, chacun peut prendre des décisions pour pouvoir pallier à tout ce que l'on peut voir sur les marchés, sur les prix, sur la consommation, le fait de réduire d'1 degré son chauffage ou autre. Il faut bien voir que tout cela va constituer un mix énergétique qui va évoluer au cours du temps. On voit déjà des évolutions par rapport à ce qui se passe par exemple en Allemagne, mais on verra aussi des évolutions par rapport à ce qui se passera sur le biométhane au fur et à mesure du temps. Et ça fera en corrélation évidemment avec les prix que l'on peut voir sur les marchés de gros.
Parfait. Il est 14 h. Avant de laisser tout le monde repartir en fait pour ses premiers rendez-vous de l'après-midi, j'aimerais vraiment qu'on prenne quelques questions qui sont sur le chat. Alors, il y en a une, mais on y répond très rapidement pour libérer tout le monde le plus vite possible. Est-ce qu'on peut acheter gaz et électricité pour 2026? Oui, c'est possible. Ok. Une autre question. Alors, il y a d'autres questions qui concernent le replay. Oui, il y a un replay. Vous aurez le lien. On vous le mettra à disposition dans le chat, mais sur notre site web ou sur nos réseaux sociaux, il y a le replay. On te pose une question, Quentin. Est-ce que vous voyez les tensions sur l'ELEC aussi longues dans le temps que celles du gaz? Une partie de l'électricité, comme on l'a rappelé, hein, est fortement corrélée au marché gazier actuellement, du fait que il n'y a pas assez de nucléaire, on va sûrement faire appel au gaz. Donc tant que le marché gazier sera sous tension, le marché électricité lui aussi sera sûrement sous tension. Donc c'est très, très fortement corrélé. Ok, très bien. Merci beaucoup, Quentin. Il est 14 h 01. Il y a d'autres questions sur le chat. Nous allons y répondre par écrit maintenant en direct. Si vous êtes encore connecté, on va s'affairer à cela. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous et à très bientôt. Surveillez les messages sur les réseaux sociaux parce que sur LinkedIn comme sur Twitter, on se charge de non seulement vous passer les invitations, mais en plus les liens vers les replays. À bientôt, Quentin. Merci Marc, à très bientôt.